merci à tous de votre présence aujourd'hui et à l'issue de ces vacances qui, j'espère, ont été excellentes pour tous. Je cède immédiatement la parole à M. le Président Montblanc pour la présentation de cette conférence. Bonsoir à tous. Je vous remercie de m'avoir demandé de présenter cette conférence. J'en profite pour dire que Paul-Louis Netter est désolé, mais qu'il ne pouvait pas être disponible ce soir. Je vais essayer de le remplacer comme je peux. Quand j'ai vu le sujet de cette conférence, je dois dire que j'ai été un peu angoissé, car si on en croit la chanson de Charles Trenet, qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste pas grand-chose en principe. Puisque, me semble-t-il, de nos amours, il reste un souvenir qui revient sans cesse. Donc, pour le juge, si jamais la liberté de la preuve disparaît, ça a des impacts pour vous, bien sûr, mais ça a aussi un impact très fort pour le juge, parce que pour nous, c'est une façon, quelquefois, assez facile de clore les débats, puisqu'on termine par dire, de toute façon, la preuve est libre. Ça n'avance pas à grand-chose, mais ça peut être utile. Donc pour faire le point sur cette situation et peut-être me libérer de mon angoisse, vous allez écouter le professeur Jean-Christophe Roda, qui a une expérience très soutenue, notamment dans le droit de la concurrence, qui est un droit où la preuve est quand même extrêmement importante, puisque tout repose effectivement sur la preuve et sur ses modalités très variées. Et après son exposé, nous aurons un débat animé par M. Guillaume Val-de-Lièvre, qui est un spécialiste du droit processuel, entre autres. Je ne peux pas tout donner les spécialités de chacun, parce que je trouve ça un peu rude pour moi qu'il n'en ait aucune, et donc je préfère que vous les découvriez au fur et à mesure. Monsieur le professeur, merci c'est à vous. Monsieur le Président Montblanc d'abord de m'accueillir, d'accueillir l'association Droit et Commerce dans cette magnifique salle du tribunal de commerce. Merci à Marc Ringlet de m'avoir invité, à réfléchir à un sujet alors je ne sais plus, je me souviens plus exactement si c'était Marc Ringlet qui m'avait proposé cette idée ou si c'est moi qui, un petit peu de manière aventureuse, avait proposé le sujet de la liberté de la preuve en matière commerciale. Mais je regrette un petit peu maintenant de m'être aventuré sur des terres qui, en retravaillant le sujet, m'ont laissé à plusieurs reprises perplexe durant cet été. Merci à Isabelle Aubard également d'organiser toujours de main de maître ces manifestations, et puis merci à Guillaume Val-de-Lièvre qui va jouer Monsieur Loyal tout à l'heure, enfin j'espère qu'il va jouer Monsieur Loyal tout à l'heure en posant des questions que nous n'avons absolument pas préparées, donc il n'est pas impossible que je sois mis en difficulté. Mais comme Guillaume Val-de-Lièvre est lyonnais, j'ai bon espoir qu'il n'y ait pas de coup de jarnac. Je suis donc très heureux d'être présent ici et très heureux, je le redis à nouveau à Marc Ringlet, de travailler, en tout cas de présenter cette conférence dans le cadre de Droit et Commerce, qui est une association qui compte beaucoup pour moi, notamment parce qu'elle a beaucoup d'accents provinciaux, et voire provençaux. C'est évidemment un point positif de mon point de vue, puis je relance l'invitation. J'espère que nous aurons l'opportunité à Lyon 3 d'accueillir l'association Droit et Commerce pour des manifestations tournées vers le droit des affaires. Alors le thème du jour, la conférence du jour est, vous le savez, consacrée sous forme de questions. Que reste-t-il du principe de liberté de la preuve en matière commerciale? Peut-être avant de rentrer directement dans le vif du sujet, il ne me semble pas inutile de revenir sur le principe, sur sa signification, sur quelques éléments de définition pour que les choses soient plutôt claires au départ. Évoquer la liberté de la preuve en matière commerciale et évoquer tout simplement d'abord la liberté de la preuve, c'est d'abord se placer, me semble-t-il, sur le terrain de l'admissibilité des modes de preuve. Prouver librement, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que on va pouvoir user n'importe quel moyen de preuve, de n'importe quel moyen de preuve légal, évidemment, pour prouver ses prétentions, l'écrit, le témoignage, un SMS, un mécanisme numérique, une capture d'écran, pourquoi pas.
c'est l'approche que l'on retient du point de vue des parties. Mais la liberté de la preuve, au-delà de ces questions d'admissibilité des modes de preuve, c'est également une question qui interroge le juge parce que lorsque le juge est dans un système de preuve libre, en principe, on est amené à réfléchir sur la question de la hiérarchie des preuves et de la force probante de la preuve. Et lorsqu'on est dans un système de preuve libre, le juge, en principe, n'est pas tenu par une hiérarchie qui serait fixée. Le juge utilise de tout son pouvoir souverain pour sous-peser les différents éléments de preuve qui s'offrent à lui. A l'inverse, dans un système dit de preuve légale, on a une hiérarchie souvent qui est fixée par la loi et le juge finalement ne peut s'en départir facilement. Il a les mains liées d'une certaine manière. Donc le sujet implique, me semble-t-il, mais on pourra en discuter pourquoi pas après, le sujet implique, me semble-t-il, de laisser de côté la question de la charge de la preuve, qui pourtant est fondamentale et extrêmement importante en matière de droit des affaires. Vous le savez, le droit des affaires joue de plus en plus sur la question de la charge de la preuve, sur l'organisation de la charge de la preuve, en matière de concurrence, en matière de harcèlement en droit social, etc. Mais le concept de liberté de la charge de la preuve ne veut pas dire grand-chose dans notre sujet, et je crois que c'est une question qui est un petit peu différente. Lorsqu'on parle de liberté de la preuve en matière commerciale, a priori, on se place sur le terrain de l'admissibilité des modes de preuve. Et d'ailleurs, quand on ouvre des dictionnaires ou des traités ou des manuels consacrés à la question, on s'aperçoit que c'est toujours sous cet angle-là qu'est abordée la question de la liberté de la preuve. Et même, j'allais dire, de manière plus précise, lorsqu'on regarde le dictionnaire, le vocabulaire juridique cornu ou d'autres ouvrages de référence, la question de la liberté de la preuve est toujours circonscrite à un domaine particulier qui est la liberté de la preuve en matière d'actes de commerce, en matière d'actes juridiques finalement, en matière contractuelle. C'est le périmètre de l'article L110-3 du Code de commerce, évidemment, et c'est souvent uniquement sous cet angle-là que les choses sont posées. L'article L110-3 du Code de commerce, tout le monde le connaît ici, mais je vais quand même prendre la peine de vous le relire. À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Et vous le savez, cet article L110-3 fonctionne avec son jumeau maléfique, non, son jumeau civiliste, qui est aujourd'hui le nouvel article 1359 du Code civil. L'acte juridique portant sur une somme, une valeur excédant un montant fixé, 1500 € C, par décret doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. Avec le paragraphe suivant, il ne peut être prouvé outre et contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Donc L110-3 et l'exception a été écrite de manière en creux par rapport au principe qui est l'écrit dans les contrats civils, l'écrit en matière civile. Alors, en droit commercial, en droit des affaires, la question de la liberté de la preuve, si on l'envisage de manière stricto sensu, ça implique donc la question de prouver, peut-on prouver librement les contrats commerciaux, hein. Le texte parle d'actes de commerce. La réponse, évidemment, vous le savez, en principe est positive. Ça veut dire quoi? De manière très concrète, ça veut dire qu'on peut prouver l'existence d'un contrat avec un témoignage. Alors, généralement, il en faudra peut-être un petit peu plus. On peut prouver également contre un contrat, et ça, souvent, on oublie la règle, mais la Cour de cassation, la jurisprudence est fixée depuis maintenant plus d'un siècle, mais on peut prouver contre un contrat ou au-delà du contrat. C'est des modifications qui ont été apportées par écrit. Dans la matière commerciale, ça veut dire très concrètement qu'on peut prouver contre un contrat avec un témoignage ou d'autres éléments, ce que évidemment on ne peut pas faire en matière de contrat civil dans le domaine où en tout cas la preuve est réglée. Alors ce thème de la liberté de la preuve en matière commerciale, c'est un thème qui est ancien et qui peut paraître bien balisé. Le thème est ancien, je ne vais pas vous faire un exposé historique parce que d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi et puis je vous renvoie au traité sur la question, mais c'est une question qui remonte au XVIe siècle, hein, un édit de Charles IX qui, à peu près de manière concomitante avec l'édit de Moulins, qui pose le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Donc c'est une question qui est bien connue des commercialistes depuis des siècles. Et puis c'est une question qu'on retrouve dans tous les manuels et dans tous les traités. Donc la chose peut paraître relativement connue, relativement acquise. Sauf qu'en travaillant sur la question, quand on essaye de pousser un petit peu plus loin la question de la preuve, comme de la liberté de la preuve en matière commerciale, on s'aperçoit qu'il y a toujours évidemment un certain nombre de pages, voire de paragraphes dans les manuels ou dans les traités, mais que la question a rarement fait l'objet d'études extrêmement approfondies.
Et ce, depuis finalement fort longtemps, puisque j'ai consulté le traité élémentaire de droit commercial de Edmond Eugène Thaler, l'édition de 1898. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de passages consacrés à la liberté de la preuve, des passages d'ailleurs qui sont... Alors, je vous invite à lire le traité de Thaler que vous pouvez trouver sur Gallica, parce qu'il y a un certain nombre de passages qui sont souvent mieux expliqués que les traités contemporains. Par exemple, sur les raisons pour lesquelles les commerçants peuvent prouver grâce à leur livre, Thaler explique très bien que c'est précisément justement parce qu'on est dans un système de preuve libre, il faut quand même pouvoir et que la preuve par témoignage est finalement pas si fréquente que ça, il faut pouvoir revenir à des éléments qui sont un petit peu plus tangibles, qui sont les livres de compte, si évidemment ils sont bien tenus de manière régulière, mais c'est le juge qui fait cette vérification. Mais hormis des petites explications éparses par-ci et par-là dans le Thaler, qui fait plus de 1000 pages, on a en tout et pour tout 3 ou 4 pages sur la question de la preuve commerciale. On pourrait se dire que les choses ont évolué aujourd'hui avec la montée en puissance de la signature électronique, du numérique, etc. Et quand on regarde les traités contemporains, les traités les plus importants en tout cas de droit commercial, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. Il y a évidemment toujours des passages sur la preuve commerciale, la liberté de la preuve. Alors, je consultais il y a peu le Ripert et Roplo qui a été repris par mon collègue Louis Vogel. Bon, c'est 3 pages sur 1600 pages, la liberté de la preuve. Et ce qui est intéressant, c'est que le constat que l'on se fait, c'est évidemment pas un reproche aux différents auteurs que je fais, mais le constat, l'impression en tout cas qui se dégage de tout cela, c'est que finalement la question de la liberté de la preuve pour les commercialistes et les affairistes apparaît comme une chose ancienne bien connue, bien balisée, mais qui est finalement tellement bien balisée, tellement bien connue, tellement présente dans notre imaginaire collectif de commercialiste, si j'ose dire, qu'en fait on n'y fait plus attention. Et on n'y fait plus attention, alors ça ne veut pas dire que les choses sont, encore une fois, absolument bien maîtrisées par les commercialistes, par les avocats ou par les magistrats également. Quand on regarde le contentieux, on se rend compte quand même qu'il y a régulièrement, de manière récurrente, des contentieux qui reviennent sur ces questions de liberté de la preuve. Alors, dans le contentieux récent, j'ai retenu 2 exemples d'affaires qui revenaient de manière récurrente devant les juridictions du fond et devant la Cour de cassation. La preuve du contrat d'agent commercial, a priori c'est de la liberté, mais on se rend compte qu'il y a parfois des hésitations devant les juridictions du fond. Et puis une autre question là aussi intéressante, on est vraiment dans la preuve en matière commerciale, et il y a un certain nombre d'arrêts qui sont obligés de réaffirmer la solution, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut prouver avec ces livres de commerçants, est-ce qu'on peut prouver, ou alors avec des propres factures qu'on a en sa possession, sans contrevenir au principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Alors c'est vrai que la question revient au devant de la scène avec ce principe a été mis au fronton avec la réforme du droit des obligations en 2016, l'article 1363 du Code civil, mais ce petit contentieux récurrent et répété nous montre que finalement sur ces questions de liberté de la preuve en matière commerciale, eh bien le principe n'est pas forcément bien maîtrisé par tout le monde, n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Alors, tout le monde connaît la raison d'être de ce principe de liberté de la preuve en matière commerciale. On le retrouve dans tous les bons manuels, dans tous les bons traités. On le retrouve de manière très claire, me semble-t-il, dans le rapport de la Cour de cassation de 2012, qui était consacré, si vous vous en souvenez, à la preuve. Et il y a quelques chapitres sur la preuve en matière commerciale. Et qu'est-ce qui justifie la liberté de la preuve en matière commerciale? La Cour de cassation nous le dit très clairement. C'est un principe qui se justifie par les exigences de rapidité et de simplicité qu'impose la vie des affaires. Donc ça, c'est ce que tout étudiant qui a suivi un cours de droit commercial retient lorsqu'il sort de son cours sur la preuve en droit commercial, c'est pour que ce soit plus simple et plus rapide. Bon, très bien. Si on s'arrête à ce stade, et avec les éléments de définition que j'ai commencé à développer, le principe de la liberté de la preuve apparaît donc cantonné dans un domaine assez limité, le champ d'application de L110-3, c'est-à-dire la preuve des actes de commerce entre commerçants. Il y a cette deuxième condition qu'il ne faut pas oublier. Autrement dit, finalement, c'est la preuve dans les contrats, le principe, c'est la liberté de la preuve dans les contrats commerciaux et assimilés.
Et évidemment, de mon point de vue, si on devait retenir cette vision du sujet, on passerait à côté d'une bonne partie du sujet parce que, de mon point de vue, la liberté de la preuve, évidemment, ça n'est pas que la liberté de la preuve en matière commerciale. Tous les praticiens ou universitaires qui sont présents dans cette salle le savent très bien, de manière instinctive, même les étudiants qui sont là, en matière de contentieux de la concurrence déloyale. On n'est évidemment plus dans le domaine contractuel. La preuve, on le sait tous, se fait de manière libre. On peut prouver des actes de concurrence déloyale par des SMS. On peut prouver des actes de concurrence déloyale par différents procédés qui ne sont pas des procédés écrit évidemment puisqu'on est dans des relations extra-contractuelles. On le sait bien aussi, ceux qui s'intéressent au droit des procédures collectives, et la Cour de cassation l'a rappelé récemment dans un arrêt du 21 octobre 2020, la preuve de la cessation des paiements peut être rapportée par tout moyen. On pourrait multiplier les exemples, la preuve d'une entente ou d'un abus de position dominante se fait par tout moyen. La preuve de la cause de la révocation d'un dirigeant est également libre. La preuve de la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie se fait de manière libre, etc., etc. Alors évidemment, les orthodoxes du droit, les esthètes du droit, ou peut-être les esprits chagrins, en tout cas les contradicteurs, me diraient « Oui, mais tout ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec le principe de la liberté de la preuve, parce que on parle d'autre chose ici, c'est tout simplement l'application d'un principe de droit commun qui est la preuve du fait juridique. En matière de fait juridique, la preuve est libre et tous les exemples que j'ai donnés, finalement, ce sont des exemples de faits juridiques. Mais il me semble que là aussi, on irait un petit peu vite en besogne et que l'on peut vraiment défendre l'idée d'un véritable principe de liberté de la preuve qui sort de son domaine naturel, qui est celui de l'article 110-3. Quand on regarde d'abord la jurisprudence et aussi un certain nombre de textes dans le Code de commerce. Si, par exemple, un arrêt récent, relativement récent de la Cour d'appel de Paris, pôle 5, de chambre 5, du 9 juillet 2020, qui traite de la question de la preuve de la relation commerciale établie. Or, vous le savez, la relation commerciale, là on bascule, on n'est plus véritablement dans le vieux droit commercial classique, si j'ose dire, on bascule dans le contentieux économique, qui pourtant est au cœur du Code de commerce. La relation commerciale établie, vous le savez, d'abord, ça n'est pas nécessairement une succession d'actes de commerce. La jurisprudence a très bien dit que des relations précontractuelles, donc non contractuelles, donc qui ne sont pas des actes de commerce, peuvent être qualifiées de relations commerciales établies. Le champ d'application de 442-1, puisqu'on parle de ce texte-là, ne concerne pas exclusivement les commerçants. On sait qu'il peut y avoir des relations commerciales établies entre des avocats, entre des agriculteurs, etc., qui ne sont pas stricto sensu des commerçants. C'est, j'allais dire, la force d'attraction de la notion d'entreprise et du contentieux économique. Eh bien, sur cette question de la preuve de la relation commerciale établie, qui en réalité une notion économique, la Cour d'appel de Paris nous dit, pour établir l'existence de relations commerciales établies, la société d'Avico est autorisée à produire tout moyen de preuve, comme il est admis en matière commerciale. La formule est intéressante parce que c'est une formule générale. Encore une fois, on n'est pas dans le fait juridique, la relation commerciale, c'est plus large que la notion d'acte de commerce, et on se rend compte que, pour la Cour d'appel de Paris, finalement, on retrouve cette idée de l'intitulé de la conférence. En matière commerciale, la preuve est libre, et le président Maublanc l'évoquait presque sous forme de taquinerie. Alors la formule est très large, on trouve un certain nombre d'arrêts qui évoquent cette question sans tomber dans la technique de fait juridique, acte ou juridique, et qui retiennent l'idée selon laquelle on est en matière commerciale, donc la preuve est libre. Mais au-delà de cette jurisprudence, on pourrait dire les juges ne sont pas rigoureux. Pourquoi pas, ça arrive parfois, mais on pourrait se dire, bon, ça n'est qu'une facilité jurisprudentielle. Mais si on regarde les textes, on se rend compte qu'au cœur du Code de commerce, et même au-delà du Code de commerce, on a un certain nombre de textes qui postulent de manière assez claire le principe de liberté de la preuve, sans jamais s'interroger sur cette question fait juridique, etc. Je prendrai deux exemples récents. Les articles 441, 17 et 18 du Code de commerce qui
s'il y en a qui s'intéressent à la question dans la salle, c'est les nouvelles pénalités logistiques qui ont été réintroduites par la loi Egalim en 2021. Ces textes nous disent que, alors les pénalités logistiques, vous le savez, dans les négociations commerciales, c'est lorsque la partie faible ne livre pas à temps ou exécute mal le contrat, on est dans un manquement contractuel, la partie forte à la relation de distribution impose des pénalités logistiques, et ces pénalités étant stigmatisées parce qu'elles tendent très largement la question des relations commerciales dans la distribution. Ces deux textes nous disent que très clairement, en matière de manquement contractuel, donc qui implique une pénalité logistique, la preuve se fait par tout moyen. On pourrait dire, ça n'est ni plus ni moins que l'application du droit commun, parce qu'un manquement contractuel, a priori, on est plutôt dans le fait juridique, donc ça se prouve librement. Quand on regarde les travaux préparatoires, l'adoption de ce texte, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les auteurs du texte n'ont absolument à aucun moment pensé à la question est-ce qu'on est dans le fait juridique d'acte juridique, on n'a absolument pas pensé à la technique du droit de la preuve, simplement c'est une facilité qui a été la charge de la preuve pesant sur l'auteur sur celui qui va infliger les pénalités logistiques. On a voulu rééquilibrer le rapport de force. Certes, le grand distributeur a la charge de la preuve qu'il y a eu un manquement, mais pour équilibrer, on a mis un système. Il a la charge de la preuve, mais il peut prouver par tout moyen, et dans les travaux préparatoires, on se rend compte que c'est tout simplement une technique pour à peu près équilibrer la relation juridique. Peut-être un peu plus éclairant, l'article L463-1 du Code de commerce, et là on rentre dans le contentieux antitrust. Les pratiques dont l'autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve. Là aussi, vous me direz, contentieux de la concurrence, en principe, on est dans le fait juridique, etc. Sauf que ce texte, 463-1, la liberté de la preuve en matière antitrust, c'est un texte qui est assez récent, même si la Cour de cassation nous dit qu'en matière d'entente, la preuve est libre depuis un certain nombre de décennies. Sauf qu'ici, on a un texte qui rentre dans le Code de commerce le 26 mai 2021, et ce texte, il a été élaboré, pensé à 10 000 lieues de l'idée, encore une fois, est-ce qu'on est dans le fait juridique, est-ce qu'on est dans une logique civiliste ou pas, pour la simple et bonne raison que ce texte est la transposition de la directive ECN+. La directive ECN+, de 2019, qui, dans un certain nombre de ces passages, s'adresse aux autorités de la concurrence nationale pour qu'elles aient des moyens de preuve qui soient un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus efficaces, pour faciliter les règles probatoires. Et ce principe finalement de liberté de la preuve qui nous vient d'une directive européenne, c'est ni plus ni moins que la reprise du principe de liberté de la preuve qui existe en droit de l'Union européenne, qui est posé par la Cour de justice depuis un certain nombre de décennies, et qui, quand on lit par exemple les conclusions des avocats généraux, l'avocat Westerdorf, le juge Westerdorf, mais qui était à ce moment-là dans cette affaire, l'affaire du polypropylène en 1991, qui était avocat général, tenait le rôle d'avocat général, eh bien, vous avez des passages extrêmement intéressants dans cette affaire d'entente où le beau Westerdorf vous explique que le principe de liberté de la preuve en matière de droit de concurrence, d'abord, ça n'a rien à voir avec les États membres, parce qu'il y a un principe d'autonomie procédurale, et qu'il est justifié, il est guidé non pas pour une question fait juridique, acte juridique, etc. C'est tout simplement un principe de liberté de la preuve parce que le droit de la concurrence doit être pragmatique et parce qu'on a affaire à des cas où on a des infractions qui sont dissimulées, donc il faut mettre tous les moyens pour rendre ce droit européen efficace. Donc, entre dans le Code de commerce par le biais du contentieux économique, par le biais du droit européen, ce principe qui va bien au-delà donc des actes de commerce et qui, vous le voyez, ne poursuit pas cette logique civiliste que l'on avait originellement, évidemment, dans le Code de commerce de 1807. À côté du droit de la concurrence, je pourrais également citer la contrefaçon, le Code de propriété intellectuelle, l'article 615-5, qui lui aussi a des origines européennes qui se tournent vers l'efficacité et la répression. Ce contentieux économique, finalement, ce contentieux d'origine européenne, on peut aussi le retrouver dans le Code monétaire et financier. Et là aussi, on a des règles qui sont formulées dans le sens d'une liberté de la preuve, non pas parce qu'on est sur la preuve des faits juridiques, etc., simplement parce qu'en matière de droit financier, on est d'abord face à un droit répressif, qui fait plus davantage penser à 427 du Code de procédure pénale, où la liberté de la preuve existe également. Et puis surtout, on est dans un droit qui s'intéresse, notamment avec les directives abus de marché, etc., à des infractions qui sont dissimulées.
Et on retrouve à peu près le même ADN que dans le droit de la concurrence. Et dans ce contentieux économique, on a un principe de liberté de la preuve et qui a en fait un ADN totalement différent. On pourrait citer un autre mouvement important et plus récent, plus contemporain du droit des affaires, qui plaide sans doute, et là je le mets plus sous la forme interrogative, mais il y a une éminente spécialiste de la question dans la salle, je parlerai donc presque sous son contrôle, un autre mouvement important qui plaide en faveur d'une liberté de la preuve et qui se départ complètement des questions d'origine civiliste, etc., c'est le droit de la compliance. Ce sont toutes les obligations de compliance, de RSE, etc., qui, vous le savez, c'est un droit téléologique qui s'occupe des buts monumentaux, et ce droit-là, finalement, est un droit qui se tourne vers des buts à atteindre, et finalement, la meilleure manière d'atteindre ces buts, c'est de passer par un système de preuve qui est libre, même si ça va impliquer, on le verra un petit peu plus loin, sans doute une modification du système probatoire avec des phénomènes d'asymétrie probatoire. Donc ces différentes évolutions, me semble-t-il, ces évolutions du droit des affaires, nous poussent à penser que, évidemment, lorsqu'on aborde la question de la liberté de la preuve, il faut raisonner bien au-delà de l'article L110-3 du Code de commerce. C'est un principe, un véritable principe au sens du terme, c'est-à-dire qui se détache finalement de ces textes et qui irrigue dans toute la matière commerciale. Alors, bien entendu, ce principe, j'oserais presque dire ce principe général de liberté de la preuve en matière commerciale, il connaît des exceptions. Et j'en viens au cœur du sujet de la question qui est posée. C'est même aussi une tendance forte du droit des affaires, dès l'origine d'ailleurs, puisque l'ancien article 109 du Code de commerce prévoyait qu'il puisse y avoir des exceptions au principe. Et c'est une tendance aussi qui j'allais dire, devient de plus en plus forte au fur et à mesure des décennies, et dans les décennies récentes. C'est un principe qui connaît un certain nombre d'exceptions, vous le savez tous. Alors, dans la doctrine, on lit souvent, généralement, par exemple, en droit des sociétés, on a un certain nombre de textes. Alors, le contrat de société, les statuts doivent être passés par écrit, et puis on est dans un système où le formalisme est important, avec des règles de publicité qui sont lourdes. Et dans la doctrine, on lit souvent que finalement, ce formalisme qui existe en droit des sociétés chasse la liberté de la preuve. On cite également un certain nombre de contrats qui sont dans le Code de commerce et qui sont des grands contrats classiques du droit des affaires, dont on nous dit qu'ils sont obligatoirement, qu'ils doivent être passés par écrit de manière obligatoire, sans forcément d'ailleurs qu'on sache toujours si on est dans le ad probationem ou dans le ad validitatem. On cite alors pêle-mêle les contrats de transport, les contrats de fiducie, les contrats de cession de brevets d'invention, le prêt d'argent, la location-gérance de fonds de commerce, etc., etc. Et on nous dit chaque fois qu'aucun accord verbal n'est possible. Et donc, là encore, ce formalisme, ces exigences d'un écrit dans ces contrats commerciaux qui se multiplient, eh bien, là aussi, ça chasserait la règle selon laquelle la preuve est libre en matière commerciale. L'autre argument qui revient également de manière récurrente, c'est l'idée, et c'est vrai, qu'aujourd'hui dans les relations d'affaires, dans les relations économiques d'affaires, dans les contrats d'affaires, il est extrêmement rare que pour des contrats qui soient, j'allais dire, d'un montant élevé, les contrats se fassent de manière purement verbale. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des relations d'affaires, on contracte par un moyen, par preuve scripturale, avec un écrit, parfois on passe devant le notaire, etc. Et donc, cette idée-là, là aussi, finalement, les parties par elles-mêmes chassent la liberté de la preuve, puisqu'elles recourent à l'écrit. On pourrait aussi parler des négociations contractuelles, où on observe un phénomène de densification documentaire, etc. Il y a aussi le droit impératif, au-delà de ces textes qui visent par exemple les contrats de transport, on nous dit qu'ils doivent être passés par écrit, etc., contrats de voiturier, etc. On a aussi le droit impératif économique qui oblige à la formalisation de toute la relation d'affaires. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est deux exemples. Le droit des concentrations. Vous êtes obligé de faire des documents de pré-notification, d'expliquer qui sont les parties, ensuite de remplir, de formaliser tout ça, de faire un contrat avec des clauses suspensives, les envoyer à l'autorité de la concurrence, à la Commission européenne, etc. Donc tout ce droit impératif oblige à un formalisme lourd qui là aussi chasserait la liberté de la preuve. Le droit que tout le monde aime, le droit de la transparence tarifaire, l'envoi des CGV, formaliser tout ça avec une convention récapitulative, des factures avec un certain nombre d'exigences, etc. Là aussi, on nous dit traditionnellement, tout ça, cette multiplication de ces droits quasi commerciaux mais administratifs en même temps, chasse la liberté de la preuve.
Donc recul de la liberté de la preuve du fait de ces exceptions, de ce droit formalisme, etc. etc. En dehors de ces relations d'affaires, je traitais finalement les exemples que je donnais, c'était plutôt des exemples contractuels. On nous dit et on lit régulièrement que la liberté qui existe en matière de mode de preuve possible est réfrénée par un autre mouvement récent contemporain, un autre mouvement européen, c'est l'autre droit européen, qui est la montée en puissance du droit processuel, des droits fondamentaux, l'article 6 de la CEDH, et vous le savez, du principe de loyauté. Et le principe de loyauté chasse les stratagèmes, fait la guerre aux plaideurs qui essaieraient de fabriquer de la preuve par un moyen détourné. Et on se souvient tous de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 janvier 2011 en matière de contentieux antitrust, où l'Assemblée plénière nous dit que, à propos des enregistrements clandestins, la Cour de cassation nous dit, voilà, au nom du principe de loyauté, les enregistrements clandestins sont des preuves qui ne peuvent pas être retenues. Ce mode de preuve-là doit être mis de côté. Alors, de manière assez étonnante, alors l'Assemblée plénière, parce qu'il y avait une résistance de l'autorité de la concurrence et de la Cour d'appel de Paris, mais dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation nous dit que, sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'autorité de la concurrence. Dès lors, l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisée à l'insu de l'auteur des propos constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Donc de manière assez étrange, disais-je, parce que, au visa de l'article 6 de la CEDH, mais aussi de l'article 9 du Code de procédure civile, cet arrêt est rendu. Et donc, contentieux de la concurrence qui est quand même plutôt largement un contentieux répressif, dont la Cour de cassation nous dit mais non, finalement, c'est presque de la procédure civile. C'est pour ça qu'on peut faire jouer à plein le principe de loyauté. Donc, émergence du principe aussi de loyauté qui vient restreindre d'autant les modes de preuve qui sont admissibles dans le contentieux commercial ou dans le contentieux économique. Face à ces contraintes importantes, j'en arrive donc à la question posée du jour. Que reste-t-il? Et maintenant c'est malin, Monsieur le Président, j'ai l'air de traîner dans la tête, j'ai presque envie de le chanter devant vous. Que reste-t-il de la liberté de la preuve en matière commerciale? Que dit la doctrine d'abord? Et c'est là qu'on retombe sur traîner. Pas grand-chose si on lit les meilleurs auteurs. Alors, le son de cloche général de la doctrine est plutôt pessimiste. Vous avez des auteurs qui sont plutôt nuancés. Un article de 2015 de M. Augustin Hénès. Alors, pas énormément d'articles sur la question, donc j'ai dû remonter un petit peu. Et le professeur Augustin Hénès, qui, dans un article intitulé sur la difficulté de preuve en matière commerciale, dans l'excellente revue Dalloz, AJ, Distribution, etc., qui a disparu, malheureusement, je suis désolé. Donc, dans cette belle revue, le professeur Augustin Hénès nous dit si, a priori, la preuve apparaît plus aisée en droit commercial, les parties, leurs conseils et les tribunaux doivent faire face à des difficultés grandissantes. Quelles sont ces difficultés? Je l'évoquais il y a quelques secondes, et Augustin Hénès l'identifie, c'est le principe de loyauté. Le principe de liberté de la preuve est sans incidence sur l'exigence de loyauté des modes de preuve, et c'est précisément à l'égard de cette exigence que semble aujourd'hui se concentrer l'essentiel des difficultés probatoires en droit commercial. Plus négatif, plus pessimiste, un article très intéressant de mon collègue Laurent Godon en 2015 au recueil Dalloz qui pose la question la liberté de la preuve en droit commercial, une illusion, point d'interrogation, et vous allez voir qu'en fait le point d'interrogation n'existe pas vraiment. Laurent Godon nous dit dans cet article le principe séculaire de la liberté de la preuve en matière commerciale n'a cessé de reculer au profit d'une expansion de l'écrit qui s'apparente à un irrésistible mouvement de fond assez rarement relevé. Et dans les causes de ce recul de la liberté de la preuve, Laurent Godon nous cite donc les exceptions que je vous ai déjà évoquées qui sont dans le Code de commerce, le comportement des parties, plus étonnant et plus intéressant, parce que ça amène à la discussion, me semble-t-il, Monsieur Godon cible les évolutions technologiques. La révolution numérique s'avère être ainsi un processus d'expansion irréversible de l'écrit électronique dans les relations commerciales contemporaines, produisant en retour une inflexion sensible de la vitalité du principe de la liberté probatoire tombant en désuétude. Et plus loin, autre marque de recul de la liberté en matière de la preuve, M. Godon cite les mouvements de RSE et de compliance.
Ces règles, dit-il, se matérialisent par une obligation de diffusion d'informations transcrites dans différents documents tendant à établir que les entreprises visées ont effectivement satisfait à leurs obligations en matière de transparence des marchés, de libre concurrence, de bonne gouvernance ou de reporting. C'est dire que ces exigences sont indissociables d'un formalisme accru auquel les acteurs de la vie économique doivent se plier, etc. etc. Et l'auteur de conclure que, finalement, aujourd'hui, que reste-t-il de la liberté de la preuve en matière commerciale? Laurent Godon nous dit qu'elle est résiduelle en droit commercial. Donc, le principe deviendrait l'exception. La conférence est-elle donc terminée, puisque la doctrine a répondu de manière excellente à la question. Vous l'avez bien compris, je ne partage pas totalement le point de vue de mes éminents collègues, et il me semble que les choses sont un petit peu plus complexes et doivent être regardées avec un œil un petit peu plus critique. Dire que le principe de liberté de la preuve a évolué, a été modifié, c'est une certitude. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un modèle aujourd'hui, c'est un principe qui s'est détaché de son origine civiliste, me semble-t-il. C'est un principe qui s'est européanisé, qui subit l'influence du contentieux économique, qui n'est plus véritablement le droit commercial que l'on connaît, il y a des débats là-dessus. C'est un principe qui est complexe, parce que lui-même répond au mouvement antagoniste du droit des affaires. Qui répond à des exigences de transparence, mais en même temps de secret des affaires, qui répond à des exigences de on reconnaît la vie privée des acteurs économiques, et en même temps on développe le droit à la preuve. Donc c'est le juge qui est au milieu obligé de, en jouant aussi avec le principe de proportionnalité des droits fondamentaux, de trouver le juste équilibre. Donc oui, le principe s'est modifié, se transforme, est confronté à la complexité du droit des affaires. Puis je crois surtout aussi aujourd'hui qu'on peut dire que les fonctions du principe de liberté de la preuve en droit commercial ont évolué. On est passé, j'insistais là-dessus en début d'intervention, d'un principe qui était guidé par des raisons de transparence et des exigences de simplicité et de rapidité. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui guide principalement le principe de liberté de la preuve, c'est des exigences d'efficacité, de la répression, des exigences de recherche de la transparence au nom par exemple de la compliance, des exigences également de protection, pourquoi pas, de certaines parties fortes, de certaines parties faibles dans le contrat. Donc les fonctions de la liberté de la preuve ont évolué, elles sont multiples, et ce qui explique qu'on ait du mal à saisir ces questions-là, avec, je l'ai dit également, des phénomènes d'asymétrie qui apparaissent. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la doctrine majoritaire sur cette question, ce qui m'amène à développer devant vous deux idées fortes de mon intervention. Alors, l'introduction était un peu longue et je m'en excuse, mais il me semblait qu'elle était importante. C'est d'abord l'idée selon laquelle, un petit peu à contre-courant donc de cette doctrine, je voudrais insister sur la permanence du principe de liberté de la preuve en droit des affaires. Et puis, parce qu'il ne faut pas non plus être totalement aveugle ou de mauvaise foi, c'est vrai que le principe subit des attaques, et de manière peut-être un petit peu plus militante, réaffirmer, me semble-t-il, l'importance, l'indispensabilité du principe de liberté de la preuve en matière commerciale. Donc la permanence du principe, l'indispensabilité, ce sont mes deux axes, en commençant peut-être par la question de la permanence du principe, qui peut être décomposée en deux temps, me semble-t-il. Le principe est toujours aussi vivace en droit des affaires, malgré la résurgence de l'écrit d'une part, et malgré l'émergence du principe de loyauté d'autre part. Avant de rentrer dans le... Alors peut-être que j'en parlerai à la fin. Je t'ouvre un tiroir, Guillaume, tu me demandais de quoi on doit parler. Peut-être qu'on pourrait parler aussi à la fin, j'y pense maintenant, parce que je sais que Cyril Nourissa est connecté, et donc il y a des internationalistes. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de la question sous l'angle international plus tard. Donc je referme cette parenthèse d'esprit en escalier. Alors la permanence du principe, malgré la résurgence de l'écrit en droit commercial. Alors on nous dit que le principe est en net recul parce que la pratique, en commençant par elle, les affairistes, les entreprises, recourent de manière très régulière au contrat sous forme écrite, à l'instrumentum pour formaliser leurs relations, et donc finalement plus besoin effectivement de faire la preuve par tout moyen lorsqu'on est en présence d'un écrit. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Enfin, on pourrait imaginer l'hypothèse, le cas d'école où vous avez perdu l'exemplaire de votre contrat et que les relations se tendent avec votre partenaire et que celui-ci dit « Non, j'ai pas d'exemplaire de contrat, je ne vois pas comment ». Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire nécessairement se plier dans ce cas-là à la règle de preuve par écrit? Je ne crois pas. On doit sans doute, parce qu'on est, si on est dans le champ d'application de L110-3, si c'est un acte de commerce entre commerçants, on doit pouvoir faire la preuve par tout moyen.
plus concret et de manière, me semble-t-il, un argument un petit peu plus fort, ça n'est pas parce que les parties ont décidé de recourir à un écrit, certes pour la preuve de l'existence de la relation contractuelle, la chose est réglée puisqu'il y a un écrit, mais la règle, elle est en deux temps, comme la règle en matière civile. La preuve de l'existence du contrat se fait par écrit, mais se fait de manière libre, mais la preuve contre ou outre le contrat, et la Cour de cassation nous le dit depuis 1895, se fait aussi de manière libre. Donc ce n'est pas parce que vous avez un contrat que les parties ont renoncé, si j'ose dire, au principe de liberté de la preuve. On peut toujours prouver contre un écrit, alors ça peut paraître paradoxal, vous avez un exemplaire, mais vous voulez aller au-delà du contrat ou démontrer qu'il y a des clauses qui ont été ajoutées par ailleurs, eh bien vous pouvez faire cette preuve en principe par tout moyen. Donc ce n'est pas parce qu'on a une multiplication de la pratique du recours au contrat que le principe est chassé. Et les parties n'ont pas renoncé volontairement à se placer sous l'empire de l'article 110-3 du Code de commerce. Vous allez me dire, bon, là c'est la volonté des parties. Il y a des textes dans le Code de commerce qui nous disent que le contrat doit être passé par écrit. Je reviens juste sur mon idée. Il y a peut-être un élément une exception à ce que je viens de dire, lorsque les parties décident de recourir au contrat, si elles le font par acte authentique, à ce moment-là, effectivement, je pense que l'on peut dire qu'on ne pourra pas prouver contre et outre un acte authentique, si et seulement si les faits ont été constatés par le notaire. À ce moment-là, et c'est une entorse finalement à ce que je vous disais tout à l'heure, que en matière de liberté de la preuve, le juge n'est pas tenu par une hiérarchie. Lorsqu'on est face à un acte authentique dont les éléments ont été constatés par le notaire, à ce moment-là, on ne pourra pas priver contre et outre de manière libre, parce que d'ailleurs, en fait, on n'attaque pas l'acte, mais on attaque la crédibilité du notaire. Donc on sera obligé de passer par la procédure de faux. Je referme ma parenthèse. Donc je disais il y a quelques secondes, on a des textes du Code de commerce qui imposent un certain nombre de contrats sous la forme écrite, les contrats de transport, etc. Mais l'observation, me semble-t-il, peut être la même. Ça n'est pas parce que ces textes imposent un écrit, alors souvent, parfois pour des questions ad validitatem, et à ce moment-là la question est réglée si on n'a pas l'écrit, parfois de manière explicite pour une question de preuve, mais très souvent en fait le Code de commerce est assez muet sur ces questions-là, c'est pour des exigences de publicité, de sécurité, on le devine bien. Mais lorsque l'on se trouve avec un contrat qui est imposé par écrit, etc., qu'est-ce qui nous empêche de prouver contre et outre ce contrat si on est de manière libre, si on est dans le champ d'application de l'article 110-3 ? Rien. Ce n'est pas parce que le Code de commerce vous impose un écrit pour tel type de contrat que nécessairement vous devez oublier la deuxième partie de la règle qui a été formulée de manière très claire par la jurisprudence. Vous avez un formalisme parfois qui est un espèce de formalisme du troisième type. On ne sait pas vraiment si c'est du ad probationem, ad validitatem. Je pense à l'exemple des négociations commerciales et de la transparence. En matière de négociation commerciale, vous avez un formalisme lourd, convention récapitulative, etc., un certain nombre de documents. Si vous ne respectez pas ce formalisme, ce que vous risquez en tant que distributeur, grand distributeur, c'est une amende si vous êtes contrôlé par la DGCCRF, mais s'il n'y a pas eu de formalisation, vous pouvez prouver l'existence du contrat qui aura quand même été conclu à côté de ce formalisme par tout moyen. Parce que là aussi, contrairement à ce qu'on nous dit, ce formalisme-là n'évince absolument pas le principe de liberté de la preuve. On pourrait parler du droit des sociétés. Alors évidemment, là, les choses sont peut-être un petit peu plus boulonnées, plus serrées. Les statuts doivent être établis par écrit, nous dit l'article 1135 du Code civil. D'abord, est-ce que c'est véritablement une exception ? L'écrit, il est nécessaire de recourir à l'écrit pour les statuts, pour le contrat de société. Quand on relit l'article 109 originel du Code civil de 1807, on nous dit les achats et les ventes se constatent, et là on a une litanie de modes de preuve différentes, se constatent de manière libre. Dans l'esprit originel du Code de commerce, la liberté de la preuve, ce sont pour les actes de commerce d'échange. Pour les actes de fondation statutaire, etc., la liberté de la preuve ne s'est jamais appliquée à ces cas, donc je ne suis même pas certain que ce soit une liberté. Puis on a des exemples jurisprudentiels, par exemple en matière de preuve de la qualité du dirigeant, où la Cour de cassation confirme un arrêt d'appel qui laisse penser que la preuve est libre. Alors, la force probante, le juge, jauge les éléments entre un PV d'AG qui désigne la qualité d'un dirigeant et des contrats signés par une autre personne, etc. Le juge fera son affaire. Mais les juridictions du fond laissent entendre que la preuve est libre. Donc même en matière de droit des sociétés, parce qu'il y a aussi la fraude qui est libre, etc. Enfin, on a toute une série de jurisprudences qui nous montrent que le principe de liberté de la preuve n'est pas éclipsé par ce formalisme.
La compliance aussi, on pourrait dire que voilà, on est dans un système où les entreprises cruciales sont obligées de produire des documents, des plans de vigilance, des programmes de compliance, etc., etc. Est-ce que ça veut dire nécessairement que la liberté de la preuve est battue en brèche? Absolument pas. Alors, on a un arrêt récent, l'affaire Total, rendu par la Cour de cassation il y a quelque temps, qui nous aide peut-être un petit peu à voir un petit peu plus clair sur la question du plan de vigilance, qui nous dit que ça n'est pas un acte de commerce, de manière négative, donc on devine que c'est un acte juridique, mais qui n'est pas un acte de commerce, donc on échapperait au champ à la liberté en matière commerciale. Mais c'est pas et le texte d'ailleurs, les textes nous disent que ce plan de vigilance doit être publié, donc sous-entendu doit être écrit. C'est pas très important. Le véritable enjeu, c'est la preuve de l'efficacité ou de la mise en œuvre du plan de vigilance. Et comment se fait cette preuve? Alors, on n'a rien pour l'instant et le système probatoire est à construire, mais si on regarde les travaux préparatoires de la loi de vigilance de 2017 qui date de 2015, vous avez des passages assez intéressants où on nous dit que pour la preuve de la mise en œuvre ou non d'un programme de vigilance, la preuve doit se faire par tout moyen. Dans les contentieux, vous avez des tiers l'association Les Amis de la Terre qui essaye d'agir contre Total en disant il n'y a pas eu de respect du programme de vigilance ou il a été mal publié, etc. Ce sont des tiers, on est dans relations extra-contractuelles. Donc là aussi, la preuve est libre. Le phénomène est un phénomène d'asymétrie. C'est-à-dire que l'entreprise cruciale développe du document, mais la partie qui agit contre elle ou qui souvent sont les parties prenantes et qui veulent obtenir gain de cause, réparation, etc., la preuve est libre. Et la preuve est libre et même renforcée puisque la partie adverse, en plus, a des documents à produire. Donc, on ne chasse pas la liberté de la preuve. Il y a simplement un rééquilibrage. J'ai même envie de vous dire que l'entreprise cruciale, admettons qu'elle n'ait pas publié un plan de vigilance, mais qu'elle veuille faire la preuve que malgré tout, il y a un plan qui a été adopté, elle pourra sans doute le faire, je l'imagine en tout cas, par tout moyen. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la construction d'un système probatoire. Alors, dans ce domaine-là, il me semble, qui est le domaine plutôt contractuel que j'ai effleuré, il me semble qu'on peut dire assez clairement que la liberté de la preuve n'est pas en recul. Quid du principe de loyauté? Permanence du principe de loyauté, vous le disais-je, malgré l'émergence de ce principe, qu'on nous présente comme un principe extrêmement gênant, c'est ce que dit Augustin Hénès, un principe extrêmement fort, c'est du droit européen de la CEDH. D'abord, dire que le rôle de la loyauté est important comme j'allais dire, comme guide-âne pour les parties, pour les entreprises, mais il reste résiduel en pratique. Les cas dans lesquels les juges vont mettre de côté des modes de preuve qui ont été obtenus de manière déloyale, il n'y a pas énormément d'exemples parce que les plaideurs ne sont pas tous malhonnêtes. Alors on a un exemple récent, vous le savez, de la Cour de cassation, la Chambre commerciale sur le client mystère en matière de concurrence déloyale. Le client mystère n'est pas un mode de preuve admissible au nom de la loyauté parce que ces clients mystères étaient en réalité à la solde du concurrent, donc ils n'étaient pas véritablement indépendants. Donc ce qu'on sanctionne, c'est les stratagèmes, et fort heureusement, il n'y en a pas tant que ça, des stratagèmes. Mais surtout, le principe... je vous l'annonce, enfin peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'arrêt de l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011 est mort et en tout cas va être enterré bientôt, puisque vous avez la directive ECN+, qui a été transposée en 2021. Alors ce passage-là n'a pas été transposé, mais la directive nous le dit clairement. Considérant 73 de la directive ECN+, qui s'adresse aux États membres et aux autorités nationales de concurrence. Elle parle de la preuve. Ces preuves devraient inclure, qu'est-ce qui est admissible comme mode de preuve, nous dit la directive, réponse des autorités européennes, ces preuves devraient inclure la possibilité de prendre en compte les enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'unique source de preuve. On reprend en réalité la jurisprudence Goldsmith du tribunal européen de 2016, mais vous avez ici une disposition européenne qui prime et qui nous dit que la jurisprudence de l'Assemblée plénière va sans doute être abandonnée. Donc finalement, recul du principe de loyauté, et qui dit recul du principe de loyauté dit rayonnement encore plus important du principe de la liberté de la preuve. Donc ces arguments qui ont été développés, et j'essaie de les contester, me semble-t-il, doivent pouvoir être mis de côté. Il y a un point qu'on aborde moins souvent, et je me dis que c'est peut-être finalement de ce point de vue-là que le risque pour la liberté de la preuve est le plus important, le risque en tout cas pour la partie faible, c'est la liberté contractuelle qui existe entre les parties.
Quelle est la valeur juridique de l'article L110-3? C'est très probablement, alors j'ai pas trouvé je parle sous le contrôle des éminents spécialistes qui sont dans la pièce, mais j'ai pas trouvé de jurisprudence qui nous disait que l'article L110-3 était du droit impératif, et ça n'est sans doute pas quand on lit les travaux préparatoires de la loi de juillet de 1980. Donc les parties pourraient très bien, dans un rapport de force économique déséquilibré, une partie pourrait très bien dire, mettre une clause de preuve dans laquelle la partie forte obligerait la partie un petit peu plus faible à dire la preuve ne se fera que sous forme écrite. On oublie l'article L110-3. Ça veut dire que la partie forte pourrait modifier ses habitudes contractuelles, imaginons une plateforme, mais que pour prouver qu'il y a une modification du contrat, des avenants, etc., la partie faible ne pourrait passer que par la forme écrite. Alors, c'est là qu'on pourrait se retrouver finalement avec des conditions un petit peu risquées pour ces parties faibles. Alors, vous me direz, 442-1, est-ce qu'on n'est pas là dans le cadre d'une clause déséquilibrante? Bon, il faut toujours prouver la soumission, et puis le déséquilibre significatif, c'est aussi notre paire de manches. On a des clauses qui ressemblent, qui ne sont pas exactement la même chose. Je lis juste une petite clause, ça ressemble à une NOM clause. Je ne vais pas parler anglais dans cette assemblée, mais sur Amazon Marketplace, donc entre les entreprises, c'est pas identifié comme une clause de preuve, mais ça a des incidences en matière de preuve. Sauf stipulation contraire expresse, aucune modification ni aucun abonnement du contrat n'aura de force contraignante à notre égard s'il n'a pas été établi par écrit et signé par nous. Ça ressemble à une espèce, c'est présenté comme une clause d'intégralité, et en réalité, quand on y réfléchit, on dit tiens, mais en fait, ça a des incidences en matière de preuve. Songez également à cette plateforme qui dirait que la seule preuve peut être faite par notre mécanisme d'horodatage, d'enregistrement, etc. Et puis on peut renvoyer aux jurisprudences un petit peu plus anciennes sur EDF. D'où, me semble-t-il, sur ces rapports de force déséquilibrés, sur ce risque-là, la nécessité de réaffirmer avec force l'importance, l'indispensabilité du principe de liberté de la preuve. C'est mon deuxième temps, vous l'avez compris, j'essaye de tenir le timing. L'indispensabilité du principe, elle sert, me semble-t-il, à mieux cerner la complexité du marché. Pour ça qu'il nous faut un principe de liberté de la preuve. Et le principe de liberté de la preuve est utile et nécessaire, indispensable, parce que il permet finalement, c'est le seul aujourd'hui qui nous permet de nous adapter aux évolutions technologiques probatoires. Alors, le principe est indispensable pour mieux cerner la complexité du marché. Je crois que, et notamment si on s'intéresse au contentieux économique, qu'on quitte, j'allais dire, le nœud historique du contentieux commercial, je ne vois pas comment, dans un certain nombre de contentieux grandissants, on pourrait se passer du principe de liberté de la preuve pour prouver. Songez au contentieux économique, songez au contentieux qui est de plus en plus technique, au contentieux du numérique, le contentieux de la concurrence, où l'on doit prouver l'existence d'un marché pertinent, qui se définit à partir des habitudes d'un consommateur, à partir d'une hausse de prix, etc. Où l'on doit prouver, si vous êtes accusé d'abus de position dominante, si vous voulez vous en sortir, vous devez prouver que votre pratique procure des gains économiques. Tous ces éléments-là, qui sont en réalité des éléments de preuve économique qui rentrent dans le contentieux, évidemment, on ne peut passer que par un système de liberté de la preuve pour pouvoir les appréhender, parce qu'on n'est pas uniquement dans de la preuve juridique, on est dans... Alors, j'appelle ça, moi, la preuve du fait économique. La Commission européenne appelle ça economic evidence. Donc on est vraiment pour la Commission européenne dans la preuve économique. Et pour prouver alors parfois des fluctuations de parts de marché, c'est une chose. Et encore, c'est pas toujours évident. Mais pour prouver, par exemple, en matière de contrôle des concentrations, que votre comportement va potentiellement avoir un effet néfaste sur le marché. C'est-à-dire qu'on se projette dans le futur. À partir d'une acquisition d'entreprise. Ça devient extrêmement compliqué. On est sur un... Alors, la preuve est libre, mais on ouvre vers d'autres problématiques où, cette fois-ci, effectivement, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que le juge n'est pas dépossédé de son pouvoir ? Puisque ce sont des batailles d'experts, et d'experts qui ne sont pas des juristes, ils sont des experts économiques, qui doivent se prononcer sur la question. Alors, même si le Code de procédure civile nous dit que le juge n'est pas tenu de tenir compte de l'avis des experts, quand il s'agit de déterminer le coût incrémental ou, que sais-je encore, je ne sais trop quelle autre notion économique que je pourrais sortir maintenant ici pour faire snob, le juge, souvent, il va, comme dans le contentieux, par exemple américain, où là on a des vrais procès d'experts, le juge va écouter celui qui lui paraît le plus clair ou celui qui a un meilleur CV.
Donc, le vrai risque aujourd'hui dans ce système de liberté de la preuve et lorsqu'on est face à la preuve économique, c'est la dépossession du pouvoir du juge. Dépossession qui, et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des effets de réaction, et ça nous vient là aussi du contentieux économique. Face à ce système de preuve libre et où on est confronté à de la preuve économique, le juge réagit, les juges réagissent, et là aussi, vous allez voir pourquoi je faisais un lien avec le contentieux américain, c'est qu'on se retrouve dans des règles qui nous viennent du droit européen, de la Cour de justice, mais qui commencent à, par le biais du droit de la concurrence, infuser devant l'autorité de la concurrence, devant la Cour d'appel de Paris, et quelques arrêts de la Cour de cassation qui en parlent, des inventions que l'on ne connaît pas en matière probatoire, qui est le standard de preuve, ou le contrôle du niveau de preuve. Vous avez un arrêt très intéressant en matière de contrôle des concentrations rendu en mai 2020 par le tribunal de première instance, qui nous parle du niveau de preuve qui est requis pour établir la preuve. En matière de contrôle des concentrations, je vous lis alors ce que dit, et on retrouve ça dans le contentieux interne français. Le tribunal nous dit, s'agissant dans un système dans lequel la preuve se déduit par faisceau d'indices et faisceau de preuves, donc on est bien dans un système où la preuve est libre, et qui est fondé sur une théorie du préjudice, puisqu'on va devoir deviner si la pratique est anticoncurrentielle ou pas du point de vue du contrôle des concentrations, eh bien la commission, donc la commission qui voulait interdire en l'espèce l'opération de concentration, est tenue de produire suffisamment de preuves pour démontrer avec une probabilité sérieuse l'existence d'entraves significatives à la concurrence. Et là on rentre dans l'anglo-saxonisation du droit européen qui pénètre notre droit français. En anglais, la version parle de standard of proof. Là, ici, la justice nous dit en matière de contrôle des concentrations, il faut faire la preuve en fonction du critère plus probable qu'improbable. Et ceux qui font un peu de contentieux américain savent que c'est la balance of probabilities, plutôt que de se mettre sur le critère de l'absence de doute raisonnable, beyond a reasonable doubt, qui est à dire, en gros, si on fait une espèce de contrôle mathématique, prouver à 51% contre 49%, ça nous va dans le contentieux, dans certains types de contentieux. Dans d'autres contentieux plus complexes, il faut prouver au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire 95-96%. Donc dans un système où la preuve est libre et où le juge ne maîtrise plus ab initio la preuve, parce qu'on est en dehors du domaine juridique, on est dans le fait, mais dans le fait économique, en plus avec des économistes qui font tout pour vous embrouiller, eh bien on remet un petit peu de droit et on réinvente. On parlait de création du système probatoire, eh bien ici on a du contrôle, on a de l'introduction du standard de preuve, du niveau de preuve admissible pour dépasser le standard, et c'est propre au système américain où la preuve est libre dans la majorité des contentieux, et on a ce contrôle de niveau de preuve pour justement encadrer cette liberté, notamment quand on est dans des contentieux médicaux, économiques, etc., où l'expert a un rôle prépondérant. Cerner la complexité du marché, c'est donc cerner la complexité économique, mais c'est aussi, je crois, cerner la complexité d'un marché qui repose aujourd'hui de plus en plus souvent en tout cas, sur des pratiques, et il me semble que c'est une tendance forte, tendance contemporaine du droit des affaires, qui est aujourd'hui la multiplication des comportements où les entreprises savent pertinemment qu'elles violent la loi et donc elles dissimulent leur comportement. Quand on a le code originel de 1807 entre les mains, finalement le commerçant est une personne, on lui fait confiance, elle tient ses livres, c'est une personne digne de confiance, et puis il y a quelques brebis galeuses et on les met de côté. Je crois que le scandale Andersen, un certain nombre de scandales importants de grandes affaires de cartels qui ont été révélées récemment, ont complètement modifié la vision du législateur, et aujourd'hui, les directives abus de marché en matière de droit financier, en matière de droit de la concurrence, en matière de droit de la compliance, on sait que les entreprises dissimulent leurs actes, et c'est la raison pour laquelle on doit avoir une liberté accrue. Je prends un petit exemple historique. Tout à l'heure, je vous parlais du cartel du polypropylène. Le système de droit européen repose sur la liberté de la preuve, sauf que ça n'a, sous l'empire du règlement 1762, vieux texte de 1962, c'était pas un système de preuve complet. C'est-à-dire qu'on pouvait faire la preuve de manière libre, sauf qu'on ne pouvait pas recevoir des témoignages. Et dans l'affaire du polypropylène, Bo Westerdorf nous dit, au cours de la procédure administrative, la commission n'a pas la possibilité d'imposer l'audition de personnes en tant que témoins sous serment. Du coup, c'est la raison pour laquelle les décisions de la commission dans les affaires de concurrence reposent sur une large mesure sur les preuves documentaires. Alors, tout type de documents, liberté de ce point de vue-là, et en réalité, on avait très peu de détection de cartels du fait de ces limitations existantes dans le principe de liberté de la preuve. Et c'est quand on a introduit des programmes de clémence
qu'on a fait appel à la dénonciation, que les autorités de concurrence ont modifié leur procédure, qui était originellement une procédure administrative, qu'elles se sont tournées vers une procédure un petit peu plus anglo-saxonne, où on a admis l'oralité de manière accrue, la preuve par témoignage sur CD-ROM, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette modification du droit processuel et probatoire qu'on a eu des résultats escomptés. Imaginez qu'aujourd'hui, on peut témoigner devant l'autorité de la concurrence sans aucune pièce documentaire, en allant devant le rapporteur général, en racontant l'histoire, en ne demandant surtout pas de ne pas repartir avec une copie d'un CD-ROM chez soi, parce que si vous avez un plaignant américain qui vous poursuit avec une procédure de discovery et qui vous demande de livrer toutes les pièces compromettantes que vous avez entre les mains, vous serez obligé de donner le CD-ROM. Donc on vient juste devant l'autorité de la concurrence, on parle et on s'en va sans aucun document. On est passé d'une procédure administrative à une procédure complètement orale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on atteint une très grande efficience dans le droit de la concurrence. Je vous vois me regarder avec insistance, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Quelques-unes. Quelques-unes. Bon, alors je profite du flou, de ce flou du droit. Donc voilà pourquoi, pour ces raisons-là, le principe est indispensable. Et je vous le disais également, et je vais aller très vite, et puis on pourra peut-être parler de ces questions-là dans la discussion avec Guillaume et la salle. Il est indispensable aussi, ce principe de liberté de la preuve, parce que finalement, c'est celui qui permet de s'adapter le mieux aux évolutions technologiques probatoires. Parce qu'aujourd'hui, pour prouver ou pour se préconstituer des preuves, on a l'outil numérique et que la blockchain, par exemple, arrive et c'est extrêmement pratique pour les entreprises, sauf que si on est dans un système de preuve légale tel qu'il existe aujourd'hui, si on regarde le droit français, avec, vous le savez, notre législateur qui a toujours un petit peu de retard pour se saisir de ces questions-là. La preuve par email, je ne parle même pas de la preuve par blockchain, mais la preuve par email, aujourd'hui dans un système de preuve légale, dans 90% des cas, l'email ne vaut pas écrit. Parce que, vous le savez, l'article 1367 du Code civil, qui renvoie au décret de 2017, qui passe par le règlement EIDAS de 2014, sur la confiance sur la signature numérique, dans 90% des cas, les emails n'ont pas un mécanisme de signature probant. Du coup, donc dans un système où la preuve est légale, l'email ne vaut pas. Si vous devez prouver contre un écrit avec un email, ça ne fonctionne pas. À la rigueur, ça peut servir de commencement de preuve par écrit, il faudra un témoignage pour le compléter, etc. Mais si vous n'avez pas un système de signature qu'on qualifie de système qualifié, présumé fiable avec un tiers certificateur, etc., ou au moins une clé PIN qui rattache de manière univoque la signature électronique avec le signataire, eh bien, ces preuves ne sont pas recevables ou elles n'ont pas une force, le juge ne peut pas les retenir comme ayant une force probante suffisante. Si vous êtes dans un système de liberté de la preuve, eh bien c'est parfait. Vous pouvez faire la preuve en matière de contrefaçon avec une capture d'écran. Vous pouvez faire la preuve de l'existence d'un contrat avec plusieurs emails qui ont été envoyés. Alors bien sûr, ce seront à nouveau des batailles d'experts, parce qu'on va me dire, oui, mais on peut fabriquer aujourd'hui des fausses captures d'écran, etc. Oui, les experts, comme en matière finalement de vérification d'écriture en matière civile ou de faux, les experts se prononceront sur l'authenticité ou non de la capture d'écran, mais vous l'avez compris, c'est uniquement... Alors c'est pratique pour les entreprises de passer par l'électronique, de passer par la blockchain, mais si on en reste à un système de preuve légale et si on veut de la preuve légale, ça ne fonctionnera pas. Et on sera toujours en retard d'un procédé. La blockchain aujourd'hui, on peut sans doute se servir de la blockchain comme élément de preuve dans le contentieux commercial. En tout cas, si on est dans le périmètre de L110-3. Parce qu'à ce moment-là, c'est le juge qui va jauger librement la force probante et qui fera appel, pourquoi pas, à un expert. Si on est dans un système de preuve légale, la blockchain ne vaut pas comme... ne peut pas servir comme élément de preuve. Vous me direz, c'est quasiment infalsifiable en termes d'horodatage. Ça peut au moins permettre d'avoir date certaine. Oui, mais en l'état de l'article 1377 du Code civil, l'enregistrement d'un acte pour donner date certaine, c'est pas un enregistrement par blockchain, c'est en passant par le biais du Trésor public. Donc l'enregistrement via une blockchain, dès lors que vous n'avez même pas d'ailleurs, dans la plupart des blockchains de tiers certificateurs indépendants, ça ne vaut pas comme preuve au sens du Code civil, comme écrit au sens probatoire. Donc, heureusement qu'il y a un système de liberté de la preuve en matière commerciale, parce que finalement, ça permet aux entreprises d'être
sur ces questions-là les plus innovantes, et d'avoir un coup d'avance sur le législateur. Et c'est le contentieux commercial qui probablement demain fera prendre conscience que lorsqu'on aura des beaux arrêts, des grands arrêts sur la blockchain devant la Cour de cassation, c'est le législateur qui se dira bah tiens, il est peut-être temps de s'adapter à ce que font les entreprises depuis déjà un certain nombre d'années. J'ai été trop long, je m'en excuse et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe de ces débats passionnants sur la liberté de la preuve qui nous font dire que peut-être ça pourrait durer encore 1 heure, 2 heures, et on va essayer de ratisser quelques questions qui n'ont pas forcément été abordées dans le colloque par manque de temps, je le comprends bien, et aussi approfondir certains points. Je sais que la première question est toujours la plus difficile, donc je me dévoue. En entendant tout ce que tu dis sur finalement le fait que la multiplication, enfin la liberté de la preuve est finalement le meilleur écrin pour pouvoir ménager et approfondir une multiplicité de modes de preuve, est-ce qu'on se demande finalement à quoi sert la preuve littérale lorsque ce sont des non-commerçants? Est-ce que finalement le principe de liberté de la preuve n'aurait pas utilité à être complètement étendu, puisque ensuite la pratique fait se dégager différents types de contrôle de la preuve que le juge apprécie selon des principes généraux ou des principes plus particuliers en vertu de textes spéciaux? Alors j'aurais tendance à penser que la question aurait dû être posée à un juge, parce qu'à ce moment-là, on bascule, et peut-être que je fais une passe décisive, ou en tout cas une passe en retrait. Peut-être que un juge serait mieux armé pour répondre à cette question, parce qu'on rentre dans le domaine de la force probante, de l'appréciation. Alors, je ne dis pas évidemment que l'écrit est inutile dans les relations d'affaires. Pour prouver l'existence du contrat, rien de tel qu'un écrit, effectivement. Si les parties prennent le temps de faire des avenants, etc., on est dans la sécurité totale, dans la préconstitution, les modifications du contrat, et pourquoi pas passer par un notaire. Puis le rôle aussi aujourd'hui du notaire en droit des affaires est là pour nous attester que les parties les plus prudentes passent par des notaires. C'est simplement, souvent on a un écrit originel, et puis ensuite des travaux commencent, on a une nouvelle modification par oral, parce que la rapidité de la vie des affaires, comme nous dit la Cour de cassation, c'est donc utile lorsqu'on doit prouver contre et outre l'écrit. Et après, est-ce que dira un juge? Évidemment, ça dépend de la crédibilité du témoin, ça dépend du mode de preuve qui est présenté devant le juge, parce que si on apporte, même si on bénéficie de la liberté de la preuve, mais qu'on apporte des preuves lamentables, si j'ose dire, un témoignage d'un cousin éloigné ou 5 témoignages qui disent tous la même chose au mot près, on ne fera pas la preuve, parce que le juge considérera, puis ça a toujours été l'esprit de l'ancien article 109 du Code de commerce, que le juge contrôle toujours la crédibilité des témoignages. Donc c'est une sécurité, mais après je parle de réalisme. Dans la vie des affaires, on le sait, souvent ça part par des bonnes intentions, par un contrat rédigé en bonne et due forme, et puis ensuite la vie des affaires s'accélérant, on perd un petit peu le fil. Monsieur le Président Vigneault a une question, je crois. Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Alors effectivement, la question, c'est plus une question de force probante que d'admissibilité de l'écrit dans la vie des affaires. Mais je voudrais faire trois réflexions en vous remerciant pour votre exposé qui était très dense, qui était difficile à prendre en note sur mon téléphone. Tout d'abord, il faut, je crois, bien distinguer la liberté de la preuve des actes juridiques en matière commerciale et la liberté de la preuve des faits juridiques. Parce que dans beaucoup d'exemples que vous avez donnés, on était en réalité des faits juridiques. La distinction, c'est la liberté des actes juridiques. Et c'est vrai qu'il y a une exception au principe qui a été posé par le Code civil, qui a été posé dans un souci de sécurité juridique. Pourquoi on demande une preuve? Sous l'ancien droit, il y avait un régime de preuve légale. On a abandonné ce régime de preuve légale
pour adopter le principe de la liberté de la preuve pour les faits. Mais on l'a gardé pour les actes juridiques. Pourquoi? Parce qu'on considère que pour les actes juridiques, les parties ont le moyen de se préconstituer la preuve et que donc ensuite ça va faciliter le travail du juge et faciliter le règlement des différends. Mais pour répondre à votre question, ces règles de preuve ont toujours été considérées par la Cour de cassation comme des règles supplétives. Et ce ne sont pas des règles d'ordre public. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'une part, on ne peut pas l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas invoqué ces règles devant la Cour d'appel, c'est trop tard, c'est cuit. Et puis deuxièmement, pour répondre à votre question, je pense qu'il est tout à fait possible d'inclure dans des conventions de preuve de déroger au principe de la liberté de la preuve de l'acte juridique, voire du fait juridique dans des conventions de preuve. On peut tout à fait prévoir que tel signal informatique, tel acte pourra constituer la preuve, ou au contraire que la preuve ne pourra être constituée que par un écrit. C'est tout à fait possible. Vous parliez de l'arrêt du... Permettez-moi de finir sur l'arrêt du 7 janvier 2011. Alors à l'époque, j'étais modeste chargé de mission du premier président de la Cour de cassation, chargé de préparer les assemblées plénières, donc je le connais un petit peu de l'intérieur. Alors la question que vous posiez, c'est pourquoi on a visé l'article 9. Ça a toujours questionné les commentateurs. Pourquoi a-t-on visé l'article 9 du Code de procédure civile? Parce qu'on était en assemblée plénière. Et que dans l'assemblée plénière, il y a la chambre criminelle qui participe. Et on ne voulait pas... Ah ben, il y a monsieur le président Tricot qui est là. Viser l'article 9, ça signifiait qu'on limitait la portée de la règle à la seule procédure civile et non en matière pénale, puisqu'en matière pénale, on admet, sous certaines conditions, la possibilité de prouver par un mode de preuve déloyal. Alors, est-ce que la règle de l'arrêt du 7 de janvier 2011 est-ce que cet arrêt est mort, comme vous annoncez la mort prochaine? Bon. La directive que vous avez citée, elle laisse quand même une marge de manœuvre aux États membres. Quand on parle de droit de la preuve, il y a deux aspects. Il y a le droit de produire une preuve en justice et il y a le droit d'obtenir une mesure d'instruction destinée à obtenir la preuve en justice. Et pouvoir produire une preuve obtenue de façon, j'allais dire, déloyale ou par surprise, peut-être que le législateur peut considérer que, comme il y a une balance des intérêts à faire, et pour éviter un abus dans l'exploitation de ce type de preuve, il puisse être préalablement autorisé par un juge. Rien n'empêcherait, pour se conformer à la directive, d'admettre ce type de preuve à condition d'avoir été préalablement autorisé par un juge. C'est exactement ce qu'on a fait pour la saisie des biens des États étrangers ou les biens détenus par des banques étrangères. Normalement, vous savez que les États étrangers bénéficient d'une immunité d'exécution, sous certaines exceptions. Et je crois que c'était en 2016 ou 2017, on a réformé le texte pour permettre, effectivement, la Cour de cassation avait admis dans certaines conditions la saisie des biens des États étrangers, et le législateur est intervenu en subordonnant cette saisie à une autorisation d'un juge. Donc on peut tout à fait envisager, pour ne pas mettre, pas achever complètement l'arrêt de janvier 2011, on peut tout à fait admettre, et moi je pense que ce serait une solution de sagesse, de subordonner l'obtention d'un mode de preuve de façon, j'allais dire, on disait déloyale, mais à l'insu de l'intéressé, le subordonner à l'autorisation d'un juge. Comme ça se fait d'ailleurs maintenant, la Cour de cassation l'a admis, vous savez, lorsqu'un huissier doit procéder à un constat, normalement, il doit préalablement faire état de sa qualité d'huissier, ce qui est un peu compliqué. Alors, je ne parle pas des saisies contrefaçon, mais c'est un peu compliqué pour faire la preuve d'un acte de concurrence déloyale si le huissier se présente en disant un tel huissier de justice, est-ce que vous vendez bien les biens de mon concurrent? La Cour de cassation a tout à fait admis qu'il était possible de déroger à cette règle, c'est la deuxième chambre civile, par une autorisation du juge. Je pense qu'on pourrait, sans remettre en cause complètement l'arrêt de janvier 2011, pour adapter, pour transposer notre circulaire,
prévoir une autorisation préalable du juge. Et en matière commerciale, ça serait bien évidemment le juge du commerce, parce que le juge doit toujours, est celui qui est chargé de faire la balance des intérêts entre deux droits d'égale importance, mais qui s'opposent. Hein. Vous avez le droit à la preuve, et il y a plein d'autres droits légalement protégés, notamment le droit au secret. Alors, il y a de nouveaux textes qui sont sortis, d'ailleurs, en transposant une directive européenne sur le secret des affaires. On trouve également des textes sur le secret de la vie privée, le secret médical. Eh bien, le juge, il est là pour garantir la balance des intérêts. Et parce que cette balance, elle doit être faite le plus tôt possible, parce que si l'atteinte est commise, parfois l'atteinte est irrémédiable. C'est-à-dire que si vous avez porté atteinte au secret légalement protégé, si vous avez porté atteinte au secret des affaires, mais après, la décision du juge, quelle qu'elle soit, souvent, elle aura du mal à réparer un dommage qui est irrémédiable. Donc je pense qu'on peut aller dans cette direction. J'en ai trop parlé, je suis désolé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je disais sur la distinction acte juridique, fait juridique, que les esthètes ou les orthodoxes du droit ne seraient pas d'accord avec moi, et je ne suis pas étonné que ce soit la Cour de cassation qui réponde à cette définition-là. Non, merci pour vos... Je note quand même qu'il y a un adoucissement, vous ne disiez plus d'ailleurs preuve déloyale, mais preuve obtenue... Oui, un système de blanchiment de preuves, si j'ose dire, en passant par le juge. Je ne suis pas totalement convaincu que dans ces contentieux lourds de cartel en matière de BTP, le réflexe premier que les entrepreneurs ont lorsqu'ils sont menacés d'un boycott, c'était l'affaire Sony, ou lorsqu'ils ont affaire à des concurrents qui... parce que généralement, on va procéder on va aller voir l'autorité de la concurrence quand on a peur d'être dénoncé, etc. Le réflexe n'est même pas forcément d'aller voir l'avocat et de solliciter l'intervention d'un juge. Donc oui, peut-être que ce mécanisme sera fonctionnel, je l'espère. En tout cas, ça donne matière à penser. Je serais curieux aussi d'avoir la vision du président de l'autorité de la concurrence sur cette manière de procéder. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions dans la salle? Georges Teboul. J'aime beaucoup le président Vigneault. J'ai été très heureux de l'apprendre qu'il était désigné président de la Chambre commerciale, élu. Moi, mon organe sera suffisant. Mais je ne suis en désaccord avec lui, très respectueusement. Je suis toujours choqué qu'un juge puisse autoriser l'utilisation d'un moyen déloyal. Une écoute clandestine est une entorse à une liberté fondamentale. Car par-delà, il y a l'impossibilité de s'auto-incriminer. Or, la personne qui est écoutée clandestinement s'auto-incrimine. Et je suis de manière plus générale préoccupé par la déperdition des libertés fondamentales. Car en maintes occasions, il est vrai en matière pénale surtout, on a autorisé ce type d'entorse. Je ne ferai pas référence à des incidents plus récents où un bâtonnier a été écouté dans ses conversations avec un avocat, ce qui nous a énormément choqués. Alors parlons clairement. Alors si on veut introduire un principe de proportionnalité, ça me choque encore, car on va dire, bon, en définitive, plaçons en balance l'intérêt, l'importance de l'affaire, de l'enjeu, avec l'entorse aux libertés fondamentales. Cette façon de jauger me gêne. Il y a une part d'arbitraire, vous le comprenez bien. Parce que dès lors qu'on rentre dans la balance, eh bien, alors je ne doute pas de l'intégrité du président Vigneault, évidemment. Évidemment. Mais avant que ça lui arrive, qu'est-ce qu'on aura fait de cette jurisprudence? Comment l'aura-t-on utilisée? Qui fait les écoutes clandestines? Comment sont-elles faites? Et si on l'introduit dans la matière commerciale au nom d'une liberté de preuve, et au nom d'un principe de proportionnalité au fond assez subjectif, eh bien je suis inquiet. Voilà ce que je voulais dire, même si j'ai encore une fois la plus grande considération, le plus grand respect et le plus grand bonheur de savoir qu'il est à cette place. Car ce qu'il a dit était par ailleurs, même là-dessus d'ailleurs, de grande qualité. Bien sûr, bien sûr.
façon déloyale. C'est comment rendre compatible la directive européenne dont on nous a cité le considérant avec notre droit positif et en l'état de l'arrêt de janvier 2011. Alors, je ne préfère pas parler de preuve obtenue de façon déloyale, parce que si c'est autorisé par un juge, c'est une preuve obtenue à l'insu. Mais ce que font souvent des huissiers de justice, c'est ce qui se pratique en matière de saisie contrefaçon. Donc, la question, c'est pas... je ne prône pas ce mécanisme et je ne prends pas position sur la survie ou non. Je me garderai bien de vous dire publiquement de savoir si il faut maintenir ou non l'arrêt de janvier 2011. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que pour rendre compatible notre droit avec les exigences en matière de concurrence du droit d'union, est-ce qu'il ne faut pas passer par le préalable d'un juge, parce que si on ne passe pas par le préalable d'un juge, ça veut dire qu'on autorise de façon générale, sans contrôle, le recours à des modes de preuve de façon déloyale. Et donc là, on obtiendra, non pas de façon déloyale, mais simplement à l'insu, après un contrôle de proportionnalité effectué par un juge. Mais c'est la seule façon, parce que si vous ne prévoyez pas le contrôle par un juge, si on applique, on transpose, j'allais dire, brutalement la directive, on atteindra ce que vous craignez, et en plus, sans contrôle étatique. Et j'ajoute sur cette question, pour rebondir sur ce que disait Maître Touboul, on manque aussi de cohérence dans l'articulation de ces grands principes. Maître Touboul a évoqué le droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qu'on appelle parfois le droit au silence. On a de la jurisprudence récente de la Cour de justice en matière financière qui nous dit que, là on est encore dans le domaine de l'admissibilité des modes de preuve, où ce principe doit fonctionner à plein en matière financière, et en même temps dans cette décision du tribunal de première instance, on nous dit que la jurisprudence Orchem en matière de concurrence est maintenue, c'est-à-dire que on a un droit à s'auto-incriminer qui est famélique dans le contentieux du droit de la concurrence. Donc on se retrouve en plus avec des contentieux qui ont une nature répressive assumée, d'autres. J'étais, Monsieur le Président Vigneault, évidemment bien conscient de la raison pour laquelle on s'était rattaché de manière artificielle de mon point de vue à l'article 9 du Code de procédure civile. Donc on a des contentieux qui sont civilo-répressif, parce que dans le contentieux du droit de la concurrence, il y a le principe de présomption d'innocence, toute une série de principes de nature pénale, et en même temps l'article 9 du Code de procédure civile. Bon. Et on a aussi donc un droit à ne pas s'auto-incriminer qui est réduit à la portion congrue, alors que dans d'autres branches en droit financier, qui est finalement un contentieux, j'allais dire jumeau, il fonctionne à plein. Ce qu'il nous faudrait, c'est de la cohérence, me semble-t-il. Peut-être de la part des juridictions européennes, en tout cas à commencer par elles, de la part du législateur européen, et puis si la Cour de cassation peut mettre un peu d'ordre en utilisant des stratagèmes, sans doute le mot est mal choisi, ce serait parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Monsieur le Président Tricot. La Chambre commerciale qui va monopoliser la parole. Moi, je ne suis qu'un ancien président de la Chambre commerciale. Je ne vais pas venir au secours de Vincent, il n'en a pas du tout besoin. Mais en l'écoutant, je pensais au lampadaire qui a fait le tour du monde face à un cartel qui se réunissait dans divers hôtels. Et les cartellistes avaient omis de constater que c'était toujours le même lampadaire qui avait dans son chapeau un micro et une caméra. Voilà, il y a des tas de sources. Non, vous avez parlé, alors vous m'avez surpris, mon cher collègue, m'avez surpris parce que je m'attendais à ce que cette conférence nous raconte que la liberté de la preuve en droit commercial était morte. Et puis vous vous êtes fait l'avocat et ça m'a fait très plaisir, c'est pour ça que vous m'avez surpris en bien, pour nous expliquer que pas du tout. Et vous vous êtes appuyé sur la dépossession, le risque de dépossession des pouvoirs des juges, ce qui rejoint un peu ce que disait le président Vigneault. Il y a une chose qui m'a toujours frappé dans ce problème de la liberté de la preuve. On explique partout que la liberté de la preuve en matière commerciale, elle est fondée sur les principes de simplicité et de rapidité. Vous avez ajouté aussi l'efficacité, la transparence, c'est toujours la même idée. Mais il n'y a pas que des rapports entre commerçants et commerçants. Ce n'est pas que les grossistes ou les entre commerçants. Il y a tout le problème des actes mixtes.
Et au niveau des actes mixtes, c'est-à-dire un commerçant face à un non-commerçant, le système est quand même très bancal. Parce qu'on dit aux commerçants, ah mais écoutez, vous êtes commerçant, simplicité, rapidité, vous n'avez pas de preuve à vous préconstituer. Ah ben oui, mais quand c'est le non-commerçant qui plaide contre moi, moi j'ai rien de préconstitué, mais quand je plaide contre lui et que je dois prouver contre lui, je devrais avoir une preuve préconstituée. C'est illogique. Il y a une faiblesse logique dans ce raisonnement. Et vous m'avez convaincu que finalement, cette incohérence, il faut bien le dire, des actes mixtes, qui sont quand même très fréquents, la distribution a en face d'elle des non-commerçants par nature. Eh bien, cette incohérence est surmontée par le fait que la contagion a dû se faire pour que la liberté de la preuve joue dans les deux sens pour les actes mixtes. Aussi bien au profit du non-commerçant qu'au profit du commerçant. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ou de cette constatation ou de cette impertinence ? Sur la question des actes mixtes, mais que resterait-il de la théorie des actes mixtes si en plus on ne peut pas prouver, il n'y a pas ce déséquilibre et ce renversement, si j'ose dire, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur le Président, sur le caractère illogique de la chose qui, je ne sais pas si je peux le dire à droit et commerce. Le droit commercial vieillit très mal avec l'expansion et du droit économique et du contentieux économique. Je passe un salut amical à l'école de Nice. Alors, il y a une logique sanctionnatrice dans cette théorie des actes mixtes. D'ailleurs, vous avez omis de préciser que je suis sans doute, j'ai parlé un petit peu trop vite, dans l'évolution des fonctions de la liberté de la preuve, il y a aussi, me semble-t-il, une fonction importante de répression, de facilitation de la répression. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec vous si c'était le sens de votre question. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Oui, je partage. Et je n'ai pas parlé des actes mixtes parce que je pense que sinon le président Ringlet m'aurait fait les très gros yeux. Monsieur. Oui, merci. Bonjour, Tariq Laksimi, professeur à l'université Lyon 2. Merci pour la richesse de ces précisions de la conférence. Alors moi j'ai une question peut-être un peu dans le prolongement des actes mixtes. Je vais rester dans ma zone de confort sur le droit commun. L'article 198 en procédure civile, parle des conséquences de la comparution personnelle en matière procédurale. Le juge peut faire comparaître les parties et tirer toutes les conséquences de droit de la non-comparution, de la comparution, de ce qu'il dit ou de ce qu'il s'abstient de dire. À partir de là, retour sur le Code civil, 1361, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit. Qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit, 1362, la comparution. Donc par la comparution personnelle, outil au service du juge, on peut court-circuiter, si je puis dire, l'exigence d'un écrit. Alors ma question, qui est plus une observation générale qu'une question, et je m'associe un petit peu à votre position médiane par rapport aux collègues qui sont un peu plus pessimistes ou un peu plus optimistes, est-ce que multiplier même les exceptions en droit commercial d'exigence d'un écrit ne pourrait pas être contrebalancé par cette comparution, à supposer que le législateur n'ait pas fait de cette exception d'écrit un ordre public dans lequel on ne pourrait pas inviter le Code de procédure civile, mais j'insiste, 198 du Code de procédure civile dans les dispositions communes à toutes les juridictions. Donc ça reste une valeur décrétale, le Code de procédure civile, par rapport au Code de commerce, en tout cas sa partie législative, mais si le juge se saisissait de cet outil, si le juge avait le temps de se saisir de cet outil, donc je partage parfaitement votre position assez médiane qui consiste à dire pas certain que la liberté de la preuve soit en danger, si je puis dire. Voilà, c'était juste pour cette observation, merci. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir
rencontrer des nouveaux collègues. En plus, on est voisins de faculté. Il faudra traverser la rue pour venir nous voir. C'est une réflexion que je me suis souvent faite sur la possibilité effectivement de cette valeur de commencement par écrite, sur la réponse ou l'absence de réponse, en lien aussi, on se fait toujours des constructions parce que il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas de jurisprudence sur la question, donc on dit tiens, est-ce que ça peut aussi déclencher un aveu judiciaire qui permettrait si le juge pose des questions et que la partie s'embrouille, est-ce que, pourquoi pas même en retravaillant ces questions, est-ce qu'il y arrive, est-ce que de temps en temps il y a des serments décisoires qui se déclenchent, mais je crois que c'est une question théorique qu'il faut poser au juge. Est-ce que j'imagine qu'aujourd'hui d'ailleurs le client vient rarement, il envoie son avocat, et maintenant si j'étais avocat, en ayant cela en tête, je me dis mieux vaut ne surtout pas accompagner son avocat, parce qu'on risquerait d'avoir des mesures d'instruction du juge qui pourraient nous poser une question et on pourrait s'embrouiller les pinceaux. Donc c'est une réflexion que je me suis souvent faite sur ces questions-là, que je répercute aux juges présents dans la salle. Est-ce que ça arrive de temps en temps? Est-ce que vous êtes amené à poser des questions à la partie qui est présente, et est-ce que l'absence de réponse ou la réponse est utilisée comme mode de preuve? J'avais jamais trouvé de jurisprudence sur la question. Sous le code de procédure civile, il n'y en a pas. Donc je crois que nous avons notre réponse. Marianne Frison-Roche. Je me présente. Allô? Allô? Non, c'est pas vrai ça. Il marche? Là, vous avez le micro à destination de notre assistance connectée. D'accord, ok. Bon, Henri Alterman, avocat honoraire, accessoirement ancien agréé presse tribunal. La question m'a longtemps intéressé. D'abord, ancien agréé presse tribunal, et ensuite parce que je me suis intéressé au droit de l'informatique et j'ai été président de l'Association française de droit de l'informatique. Alors je parle plus fort. On a, lors du Computer Millennium en 2000, abordé le sujet. Là, c'est très spécifique, c'est la liberté de la preuve en matière commerciale. Alors, une première remarque, le législateur met un certain temps à s'intéresser à un certain nombre de problèmes. Je constate depuis un certain nombre d'années que s'agissant des professionnels libéraux, des entrepreneurs libéraux, il lui a fallu un certain temps pour comprendre que le professionnel individuel méritait d'avoir accès aux procédures collectives, alors que depuis 1985, il avait droit aux procédures collectives. S'agissant du droit de la preuve, sauf erreur de ma part, rien. C'est-à-dire, on continue à les traiter, y compris par l'incorporation au code de commerce, comme des commerçants. Sauf que ce ne sont pas des commerçants. Donc, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que vous en penserez, j'estime qu'il faut aller vers la liberté de la preuve entre entrepreneurs libéraux. Et plus parler de commerçants, mais plus généralement d'entrepreneurs libéraux. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, vous disiez tout à l'heure qu'on a été vers la liberté de la preuve entre commerçants parce qu'il fallait aller vite. Sûrement. Mais j'ai le sentiment aussi, et ça rejoint peut-être la deuxième partie de votre propos, qu'on s'est méfié de l'écrit. Parce qu'il a fallu 2 siècles pour que l'écrit s'impose. Et nombre de commerçants ne savaient pas écrire ou lire. De la même manière qu'aujourd'hui, comme on dit en anglais, des end users, des gens qui vont contracter par le moyen informatique, doivent se méfier des contrats, des vrais contrats électroniques, passés sur ordinateur, et à l'intérieur desquels on peut leur imposer conventionnellement un droit de la preuve, et qui plus est, et c'est pire, l'application d'un droit étranger. Donc je suis entièrement pour le maintien de la liberté de la preuve, pour la même raison que celle qui militait à l'origine des foires, sur la liberté de la preuve à l'encontre d'un écrit qu'on ne maîtrisait pas à l'époque.
Merci beaucoup, Maître, pour vos observations. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous sur la liberté de la preuve entre entrepreneurs pour les avocats. Mais les avocats sont des entreprises. Le droit européen nous dit que les avocats sont des entreprises comme les autres. Donc finalement, la logique du contentieux économique, je ne sais pas si c'est une bonne logique ou une mauvaise logique, devrait nous conduire vers cette liberté de la preuve. Sur le deuxième aspect, l'application d'un droit étranger, il y a des questions très intéressantes en droit international, via notamment les plateformes. On a de la jurisprudence d'ailleurs assez américaine ou assez intéressante du juge américain. Alors on nous dit souvent que l'écrit c'est une spécificité très française. Il faut savoir par exemple que dans le monde anglo-américain, la parole rule evidence, avec un accent français terrible, on ne distingue pas entre les contrats commerciaux et les contrats civils, mais dès lors qu'on est en présence d'un contrat écrit, en droit américain ou en droit anglais, on doit prouver avec un autre écrit. Et c'est assez intéressant de voir de la jurisprudence américaine qui est confrontée, lorsque les contrats de distribution sont soumis au droit français, à cette spécificité étonnante de liberté de la preuve. Comment on pourrait prouver contre un contrat écrit en bonne et due forme avec un simple témoignage et avec des questions et des pistes labourent depuis très longtemps. L'objet, la charge de la preuve, c'est de la lex fori, ça il n'y a pas de difficulté, mais il y a toujours, et notamment dans la jurisprudence américaine, des doutes sur la question de savoir est-ce qu'on est dans du droit substantiel ou pas, sur cette question d'admissibilité des modes de preuve, avec la question de est-ce qu'on applique la loi du contrat ou alors on se rattache à la lex fori et du coup on pourrait faire jouer le droit de la plateforme parce que il y a généralement aussi des clauses attributives de juridiction. Donc oui, je remercie pour ces observations éclairantes. Je crois, Guillaume, que tu as envoyé un signal pour dire que c'était vraiment fini. Non, pas du tout. Le signal est que je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Peut-être on pourra les poser autour d'un verre, mais je crois que les gens qui nous suivent à distance ne pourront pas discuter autour d'un verre. Donc je crois qu'il y a une question que je demande à Marc de retranscrire. Oui, il y a une question qui nous est adressée en ligne et à laquelle je ne doute pas que notre intervenant et son voisin de droite pourront répondre de façon aisée. Je la cite, il nous est posé la question suivante: le commencement de la preuve par écrit est assez équivoque pour les juristes conseils. Je voudrais savoir comment faire cette preuve en matière commerciale. Voilà la question. Comme je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, je passe le micro à Guillaume Valdelièvre. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, dans un système où la preuve est libre, commencement de preuve par écrit ou pas, ça ne... Donc si c'est le sens de la question, ça sert à rien. Enfin, ça ne joue que dans un système de preuve légale où l'écrit existe. C'est une manière de contourner l'exigence de l'écrit. Le commencement de preuve par écrit nous permet de... Mais je ne sais pas si tu as la même... Oui, je crois que effectivement, dès lors que la preuve est libre, que ce soit un commencement de preuve par écrit ou non, on bascule vers la liberté de la preuve et c'est finalement le pont entre cette preuve littérale exigée pour les non-commerçants en matière d'actes juridiques et la preuve libre pour les commerçants. Dit d'une autre manière, le commencement de preuve par écrit dans un système de preuve libre devient un indice ou un élément de preuve. Je ne sais pas si... Il y a une question de je crois qu'il y aurait peut-être une dernière question, Madame Professeur Frison-Roche. Merci. Donc c'est une question très simple. Est-ce qu'on serait d'accord pour dire que le droit de la preuve constitue une branche du droit? Plutôt oui. Plutôt oui. Donc dans cette branche du droit, il doit bien y avoir des principes qui s'appliquent largement, des exceptions qui s'appliquent restrictivement. Peut-être que ce dont on a parlé, preuve légale et preuve libre, ne sont pas deux principes, mais qu'il y aurait un principe qui peut-être serait la liberté de la preuve, parce que la preuve, c'est ce qui permet d'atteindre la vérité, et puis qu'il y a une exception, qui est la preuve légale, parce que la preuve légale, ça a un autre objectif,
et que c'est une exception. Et que, à ce moment-là, dès l'instant qu'on ne sait plus trop, parce que c'est un acte mixte, parce que c'est... enfin, on ne sait pas trop, parce qu'il y a une blockchain, parce que c'est nouveau, parce qu'on n'a pas très bien compris. À ce moment-là, on revient vers le principe, parce que les principes, ça s'analyse toujours largement, et que les exceptions, ça s'analyse toujours restrictivement. Ce qui fait que vous avez développé extrêmement bien tous les arguments qui fait que la liberté de la preuve, ça doit s'appliquer autant qu'on peut, toujours et toujours plus, mais aussi parce que ça correspond au principe fondamental de la branche du droit qu'est le droit de la preuve, et que ça s'applique partout, y compris en droit économique, en droit des affaires, en droit de la consommation, en droit de la distribution, en droit civil, en droit de la famille, partout. Et puis qu'il y a des exceptions, enfin il se trouve que ce n'était pas votre sujet, les exceptions au droit de la preuve, que vous aviez un principe, et que ce principe, il va s'appliquer absolument partout, sauf si il y a un texte spécial, et justement en matière pénale, il va s'appliquer largement pour des tas de raisons. Mais quand bien même il n'y aurait pas de raison, puisque c'est un principe, dans le silence et quand on n'a plus de raison de l'appliquer, il va s'appliquer quand même. Peut-être que la preuve, ça sert à d'autres choses que la vérité. Mais quand même, je crois que c'est lié. Peut-être que la preuve ne constitue pas une branche du droit, parce que ce serait un accessoire de l'acte juridique ou du fait juridique ou du droit processuel, et que donc une annexe de la loyauté ou de la déloyauté, tout ça c'est possible. Mais dès l'instant que l'on dirait qu'il existe une branche du droit, très important en pratique, qui s'appellerait le droit de la preuve, alors le principe, c'est la liberté de la preuve, notamment pour des tas de raisons, parce qu'on aime bien la liberté. C'est une bonne raison. Et tant qu'on ne remettra pas en cause le principe, alors dès qu'on ne sait plus, et manifestement dans bien des cas, on ne sait plus trop, on ira vers le principe. Je vous étonne, Marianne, en disant que je suis complètement d'accord avec vous. La difficulté, c'est que ce droit de la preuve, je crois à son existence, est construit de manière alambiquée, par strates, et de manière... Il faudrait un petit peu de cohérence, parce que vous avez raison, et la réforme de 2016 nous dit que le principe, c'est la liberté. Et sauf quand la loi, j'ai plus la formule du Code civil en tête, mais donc en fait on a un principe, la liberté, qui renvoie, lorsque la loi en dispose autrement, l'écrit, et la liberté en matière de preuve qui est construite comme une exception à ce principe. Alors, c'est des textes qui ont été, j'allais dire, construits, mis sous forme de millefeuilles de manière, des chronologies différentes. Mais donc, on se retrouve comme ça, avec un principe qui est le principe général, une exception qui est l'écrit, et l'exception de l'exception qui est en fait la liberté. Donc, en fait, mais je suis d'accord avec vous, de mon point de vue, il nous faudrait un principe général de liberté, du contrôle du niveau de preuve, de standard de preuve, pourquoi pas. Je pense qu'on civiliserait beaucoup, plutôt que de s'abriter derrière l'intime conviction du juge, on ne sait pas trop ce que c'est, avec des degrés de preuve, et on y verrait beaucoup plus clair, effectivement, un principe de loyauté qui viendrait irriguer tout ça. La vraie question, c'est est-ce que l'écrit en... Non, j'allais dire des horreurs en droit civil. Est-ce que l'écrit est encore utile, mais dans un système de liberté totale de la preuve? Mais la question pourrait se poser. On a parlé beaucoup trop longtemps, c'est ça? Je crois, oui. Je crois que... Enfin, on a parlé longtemps parce que c'était intéressant et parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Merci beaucoup, et je crois qu'il faut passer de nouveau la parole au président pour clore les débats. Les débats étaient tellement riches et l'intervenant tellement clair et brillant que nous avons très largement dépassé l'heure de fin de cette manifestation, et donc je dirais que c'est bon signe et je m'en réjouis.
Donc il est venu le temps des remerciements. Remerciements donc à notre orateur pour la qualité et la clarté de ses propos, à Guillaume Valdelièvre qui a parfaitement animé les débats qu'il avait très largement préparés. Et puis, Monsieur le Président, merci à nouveau très vivement de votre hospitalité et de votre accueil dans cette salle. Juste un point, vous avez cité tout à l'heure Charles Trenet, mais je pense que la chanson que vous avez évoquée évoque un contexte qui est un petit peu différent du sien, parce que si on reprend les paroles exactes de cette chanson, avant que de dire qu'il s'interroge sur le reste des beaux jours qui sont partis, il dit: ce soir c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Je n'ai pas l'impression que ce soir nous soyons dans une maison qui frissonne, et je ne pense pas que nous ayons assisté à une chanson d'automne, en tout cas concernant votre propos qui était tout à fait clair quant au mode de preuve en matière commerciale, dont vous avez fort bien souligné qu'il n'avait pas disparu. En tout cas, ça nous rassure en pensant à notre gros traité Ripper-Robleau, qui n'est pas tout à fait désuet. Je voudrais remercier l'assistance, et remercier tout particulièrement dans l'assistance M. Vincent Vigneault, donc président de la Chambre commerciale, financière, économique, qui nous honore de sa présence ce soir et qui nous a ravis par les précisions qu'il nous a apportées. Alors, comme de tradition, à l'issue de toute manifestation de droit et commerce, je dois vous dire 2 mots de notre programme à venir, auquel vous n'allez pas manquer de participer. Alors, notre prochaine conférence, elle n'aura pas lieu à Paris, mais elle aura lieu à Orléans, puisque droit et commerce est associé à une manifestation très importante dont l'organisation scientifique revient en particulier à Sabrina Lenormand-Calière, manifestation très importante qui est intitulée 15 ans de la fiducie, bilan et perspective de réforme. C'est le moment de faire un point sur toutes les utilisations pratiques de la fiducie, et elles sont multiples, et donc je vous encourage à assister, à faire le trajet d'Orléans, qui est qu'à quelques minutes de Paris, je dirais, par des moyens tout à fait économiques et respectueux de l'environnement, c'est-à-dire le train, et à assister à cette conférence donnée sur la fiducie. L'autre manifestation à laquelle je vous invite à assister, parce qu'elle se déroulera dans une ville qui est très chère à mon cœur, ce sont les 9e assises nationales de la prévention des difficultés des entreprises que Droit et Commerce organise à Nancy, donc avec sous la direction scientifique de Caroline Ouin-Bresson et de Rémi Dalmau. Et le thème choisi pour ces assises, c'est le suivant, c'est pratique comparative des procédures de prévention des difficultés des entreprises, avec une comparaison entre le régime national et le régime appliqué dans l'Est de la France, qui est différent du régime national. Et puis également le régime qui est appliqué dans un pays voisin et ami qui est le Luxembourg, puisque nous aurons des intervenants du Luxembourg. Nous retrouverons, pour certains qui ont souscrit à cette perspective, nous nous retrouverons dans le cadre d'un voyage d'études en Sicile du 20 au 24 octobre prochain, et nous nous retrouverons dans cette salle pour ce qui est devenu un événement régulier. Ce sont les entretiens du droit de l'Union européenne que nous co-organisons avec la délégation des barreaux de France à Bruxelles
sur un thème qui est malheureusement d'actualité, c'est le droit des affaires dans la guerre. Voilà. Et donc, j'espère vous retrouver tous à l'occasion de toutes ces manifestations. Et maintenant, je n'ai qu'un mot, c'est vous remercier à nouveau et vous inviter à prendre le verre de l'amitié dans la salle des pas perdus.